L'attaque Zuckman, c'était essentiellement une sorte de mesure girardienne. On va essayer de purger les tensions qui existent dans la société française du fait de sa paupérisation, de son surendettement, en tapant très fort sur quelques personnes, mais ça résout pas du tout le problème. La question de l'impôt en France, c'est toujours une question de justice sociale. Il n'y a pas un mec qui est foutu de le réfléchir de manière pragmatique. Ok, on a un problème de déséquilibre des comptes publics. Où est-ce qu'on trouve le fric? Où est-ce qu'on peut raboter les dépenses? L'épargne est le début de toute forme de consommation et d'investissement. Sans épargne, vous pouvez pas faire d'investissement, vous pouvez pas être de plus en plus riche. Donc s'il vous plaît, arrêtez de taxer les stocks, arrêtez de parler d'épargne improductive. Vous avez le choix entre vous prendre des petites gifles de temps en temps, qui sont mes fameux réajustements dans une économie qui s'adapte à un monde changeant, ou alors tu peux dire non, on va partir dans cette direction puis on va s'entêter, on bloque les prix parce qu'on continue de subventionner des trucs qui marchent pas. Et quand t'arrives en bout de course, que le supermarché il est vide et que là la réalité économique reprend ses droits, tu te prends une claque monumentale qui te laisse par terre. Bonjour messieurs, comment ça va? Très bien, merci pour l'invite les gars. Théo, je pense qu'on ne te présente plus, tu es DG Europe de Bull Bitcoin, une plateforme qui permet d'acheter du Bitcoin de façon sécurisée, sans jamais que vous ayez la possession des Bitcoins, et uniquement du Bitcoin. Donc, placement produit au bout de 30 secondes, allez faire un tour sur Bull Bitcoin. Maintenant que ça c'est fait, t'es pas uniquement DG Europe de la plateforme, t'es aussi quelqu'un qui s'y connaît bien en économie, mais pas que. Mais aujourd'hui, ça va être plutôt notre sujet, notamment l'école d'économie autrichienne, donc les principes libéraux et libertariens qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va parler d'un sujet qui anime l'hémicycle, mais pas que, qui va concerner tous les Français, parce que ne vous inquiétez pas, on va venir vous chercher. C'est le concept de capital improductif et même du capital au plus large. Pour vous introduire un peu le sujet, comme ça on part tous sur la même base et puis pour que notre audience aussi sache à quelle sauce ils vont être mangés. Donc en fait, à l'Assemblée, ils ont discuté et en fait ça a été voté et adopté au 31 octobre 2025. Un impôt sur la fortune improductive. Qu'en fait, ils reprennent le même seuil d'imposition que l'IFI, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est l'impôt sur la fortune immobilière qui concernait que l'immobilier, à partir d'1,3 million d'euros de patrimoine net taxable. Là, en fait, ils l'ont passé à un taux unique de 1%. Il y a une forme d'exonération. L'exonération, c'est un bien immobilier par foyer dans la limite d'1 million d'euros. Si vous avez un appart de 500 000 euros, vous pouvez le retirer de ce patrimoine. Mais au-delà, Le détail, à chaque fois, il me fait marrer, tu sais. Le mec, tu sais, qui a mis, bon, ça sera 1 million, là. C'est vraiment pris au hasard. Sauf que, par rapport à l'IFI, et c'est ça toute la différence et toute la magie de l'État français, c'est que là, ils ont élargi l'assiette. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'immobilier qui n'est pas loué, les actifs improductifs, que sont l'or, les œuvres d'art, les yachts, les avions, les voitures de collection, et même les crypto-monnaies, en sachant que les cryptos, on s'en bat les couilles, nous, on parle de Bitcoin. Voilà le contexte. Juste comme ça, ça vous inspire quoi cette nouvelle loi? Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel
100% gratuit avec nous et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Ça vous fait penser à quoi? Juste un tout petit commentaire. Alors, ces seuils, ils sont pas pris au hasard du tout, en fait. En général, on a des inspecteurs généraux des finances et autres technocrates qui font des calculs très savants dans leur petit bureau gris pour voir, en fait, quel est le seuil qui va maximiser les rentrées fiscales à partir des données de valorisation immobilière, les données des notaires, ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est juste pour la mention, mais c'est pas. Je sais que ça paraît complètement arbitraire parfois quand on regarde les tranches de l'IR, truc avec des virgules, on se demande mais les mecs ils ont joué aux fléchettes sur un truc, enfin ils ont joué aux fléchettes et puis ils ont regardé le score qui sortait. Mais en fait non, il y a quand même une logique très savante de collecte de l'impôt. C'est la formule de la MEV sur ses citoyens. C'est comment extraire le maximum de valeur de sa population sans qu'il s'excite. PNG Extracted Value. Ouais, alors sinon, qu'est-ce que ça m'inspire? C'est quand même une belle opération de propagande. Parce que déjà il y a l'idée, donc moi je trouve ça génial parce que avant ça s'appelait impôt sur la fortune immobilière. Là on peut appeler ça impôt sur la fortune improductive, donc c'est exactement les mêmes initiales, donc comme ça il y a rien qui a changé. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Par ailleurs, il y a également je trouve ça reflète quelque chose sur la compréhension de l'économie en France et sur, on va dire, le cadre dans lequel sont placés ces débats en économie, qui sont complètement keynésiens, voire marxistes dans certains cas. Parce que il y a cette espèce de définition sortie du chapeau de la fortune improductive. Déjà même le terme fortune, je sais pas si on peut dire que quelqu'un qui a 1,3 million de patrimoine aujourd'hui est forcément fortuné. Alors c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, ça c'est clair, mais fortune, je trouve que c'est peut-être un peu abusif. Mais t'as envie en fait de voter pour quand c'est fortune parce que ça suscite ce fécond, ce ressort hyper important à la gauche et dans tous les mécanismes de taxation que sont la jalousie et l'envie. Donc le terme fortune aide beaucoup. Et également, tu as le côté plus intéressant qui est improductif, parce que dans la vision de ces gens-là, en fait, l'épargne n'a aucune fonction économique et uniquement, il n'y a que le capital qui est utilisé à des fins de consommation ou des fins d'investissement directes, donc avec on va dire, une rentabilité palpable et mesurable, qui constitue quelque chose de productif. C'est vraiment un point d'achoppement très important dans la vision de l'économie qui est portée par je pense beaucoup de gens en France et pas qu'en France d'ailleurs, et une vision plus réaliste et intelligente de l'économie. Ce qu'il va falloir faire tout de suite, c'est un point un peu définition qu'on avait déjà fait dans une précédente vidéo, mais pour redéfinir bien la différence entre épargne et capital, qui est toujours mélangée et puis au fur et à mesure les définitions divergent. Juste pour qu'au moins dans le cadre de cette discussion, on parte sur les mêmes définitions et que l'audience se comprenne bien. Ouais. Je te laisse. Je l'attendais pas. Alors, l'épargne, c'est tout simplement ce que vous allez garder sous forme de balance liquide pour pourvoir aux besoins d'un futur qui est nécessairement incertain. Donc, ça se dit de manière un peu plus palpable. Ça veut pas forcément dire que vous gardez de l'argent liquide, mais derrière l'idée d'épargne, il y a la recherche d'un risque minimal parce que il faut que ce soit une réserve financière que vous allez pouvoir déployer en toutes circonstances et peu importe ce qui se passe. Donc l'idée, en tout cas dans la conception autrichienne du rôle de l'épargne, consiste à dire finalement que le futur est toujours incertain. Donc vous savez pas demain si vous allez être malade, si vous allez avoir un enfant, si vous allez devoir déménager, si vous allez voyager, si vous allez vous marier, si vos enfants vont devoir aller à l'école, s'ils vont décider d'avoir une vie que vous allez devoir vouloir créer une entreprise et que vous allez vouloir investir pour eux. En fait, vous ne pouvez pas savoir quels vont être vos emplois de monnaie demain, pour le dire simplement. Et du coup, lorsque vous cherchez une stratégie pour essayer dans le présent, de vous donner les moyens de ces besoins futurs et de ces envies futures qui sont inconnues à l'instant T, la meilleure stratégie, c'est encore finalement de garder le bien qui sera le plus certainement demandé, le plus certainement liquide du coup, dans le futur. Et donc, on peut faire cette opposition entre l'épargne, qui va être en général un bas de laine, donc ça va être garder de la monnaie, garder du cash, garder éventuellement de l'or ou du bitcoin, ou quelque chose de très liquide,
et un investissement qui, par définition, est une forme illiquide de capital. Alors, je sais, c'est très mal d'avoir utilisé le terme avant de l'avoir défini, mais je vais y revenir. Donc, si par exemple, demain, en tant que Bull Bitcoin, on décide de créer une nouvelle fonctionnalité sur notre wallet, on va embaucher des développeurs, on va peut-être payer des bureaux, on va peut-être donc dépenser de l'argent pour acquérir des biens productifs, donc finalement des biens qui vont nous permettre de créer d'autres biens. Par exemple, notre développeur, il va créer des librairies de code. Notre bureau, il va permettre que le développeur il soit productif, qu'il puisse faire des réunions avec d'autres gens, etc., etc. Et du coup, l'idée derrière cette différence entre liquide et illiquide, c'est que mon bureau, je vais devoir trouver un acheteur. Si je l'achète et que j'ai besoin de ce capital demain pour une raison quelconque, je pense qu'il y a un bruit de fond très bizarre là, non ? Donc du coup, l'épargne, c'est l'idée vraiment d'essayer de garder un capital qu'on va pouvoir déployer facilement parce qu'il est liquide. Liquide ici, ça veut juste dire qu'on va facilement trouver un acheteur. On va facilement pouvoir trouver quelqu'un pour échanger ce qu'on a entre les mains pour ce dont on a besoin. À l'inverse, lorsque je fais un investissement, je vais rendre du capital illiquide. Donc en général, je vais avoir du financement, de la monnaie, de l'épargne, peu importe. Et je vais acheter des biens productifs. Donc par exemple, pour Bull Bitcoin, si jamais on décide de créer une nouvelle fonctionnalité pour notre wallet, on va peut-être embaucher un nouveau développeur, on va peut-être prendre un bureau, on va peut-être devoir, je sais pas, payer des licences, on va peut-être payer un graphic designer pour nous aider à remettre en forme l'interface du wallet pour que ça se marie bien avec les fonctionnalités existantes. Toutes ces ressources, donc que ce soit du temps humain, du capital humain, des bureaux, etc., etc. Si jamais demain on a besoin je sais pas, par exemple, de payer nos factures auprès de partenaires bancaires ou de je ne sais quoi d'autre, on va avoir beaucoup plus de difficultés pour que la banque elle accepte que je la paye en développeur américain ou indien que en euros ou en dollars. Donc c'est ça cette idée de dire qu'un capital est illiquide, c'est que on le transforme en ressources réelles qui vont permettre de produire des trucs, mais parce que c'est des ressources réelles, elles sont fortement spécifiques. Et donc, elles vont nous remettre dans le problème de double coïncidence des besoins, qui est que parce que c'est un truc spécifique, il y a peu de gens qui en ont besoin à l'instant T, et donc c'est un assez mauvais moyen d'échange. Et donc, tu as cette opposition finalement en économie, où le capital, qui est un truc un peu difficile à percevoir, est en fait le produit de toute activité productive, qui peut être considérés dans différentes formes. Tu as des formes liquides, donc qui vont être vraiment la monnaie et ses équivalents, ses substituts. Donc tous les biens qui vont être facilement moyens d'échange, qui vont être facilement échangeables auprès de la plupart des agents sur le marché contre le bien dont je vais avoir besoin, et des biens en capitaux qui vont être des machines, des voitures, des employés, du foncier, etc. Donc tout type de ressources qui est capable de produire d'autres biens. Et le capital productif est fortement hétérogène. C'est-à-dire que un terrain n'est pas du tout équivalent à une voiture, n'est pas du tout équivalent à un développeur, n'est pas du tout équivalent à une licence, n'est pas du tout équivalent à une machine-outil. Et donc, finalement, il y a toujours cette dynamique dans une économie capitaliste où on a l'épargne vient toujours en première, on viendra peut-être dessus, où on a des balances liquides, on va aller sur le marché et sécuriser des biens en capitaux pour effectuer une production et développer une activité productive quelconque, une entreprise, etc. Donc on va sécuriser des biens productifs. Avec ces biens productifs, on va générer des biens de consommation, on va vendre ces biens de consommation pour récupérer de la monnaie, donc du capital liquide, et c'est ça qui va valider finalement la valeur sociale de l'investissement qu'on a fait, parce que normalement on a vendu notre production plus cher que ce qu'on a dépensé pour obtenir les biens productifs qui ont permis de la générer, et avec ce surplus ainsi généré, le capital, finalement on va pouvoir reconstituer une épargne qui, dans le contexte d'un futur incertain, va nous permettre de redéployer dans le futur, que ce soit à des fins de consommation ou à des fins, encore une fois, d'activités d'investissement pour créer de nouvelles activités, de nouveaux détours de production, etc. Ok. Bon, je pense qu'on va en parler justement du fait que l'épargne précède l'investissement dans un volet plus sur la structure du capital juste après. Il y a un truc que tu as dit, moi, sur lequel j'aimerais rebondir, que je trouve intéressant, c'est le fait que le capital a une structure hétérogène. C'est un concept pour les keynésiens qu'ils ont du mal à comprendre. A priori, vu qu'ils considèrent que c'est un agrégat assez homogène. Mais du coup, ça me fait penser à une question, une vision très micro,
ce qui empêche toute forme de vision en fait macroéconomique de l'économie. Et du coup, comment on fait pour piloter une économie sans agrégat et sans macroéconomie? Et tu peux presque inverser la question, c'est-à-dire que tu peux quasiment partir de l'hétérogénéité du capital pour comprendre que tu ne peux pas piloter une économie à partir de mesures statistiques qui sont toujours des agrégats. Donc effectivement, dans l'économie keynésienne, l'indicateur principal qu'on va regarder, c'est le PIB, donc qui est la somme de la consommation et de l'investissement sur une période donnée. Et effectivement, quand on parle par exemple de somme d'investissement, donc je reviens à mon histoire de j'ai des gens qui ont de l'argent et qui vont effectuer des investissements. Je vais avoir des industries lourdes qui vont développer des infrastructures à très long terme, qui vont être très spécifiques pour une activité donnée. Je vais avoir par exemple des ASML qui vont fabriquer des machines de photolithographie qui coûtent 300 millions de pièces et qui vont permettre de faire de la gravure laser hyper précise pour effectuer des microprocesseurs. Vous n'allez pas pouvoir faire un pot-au-feu avec ça en fait. Donc c'est vraiment ça quand on dit que le capital est très hétérogène, c'est que on spécialise les investissements qu'on fait, ce qui va nous permettre d'avoir des gains en productivité, parce que plus quelque chose en général est spécialisé pour effectuer une tâche donnée, plus il est efficace pour le faire. Donc avec moins de ressources, on va effectuer plus de biens, donc obtenir sur le marché des biens de consommation de meilleure qualité à des prix inférieurs. Et dans une économie capitaliste développée, florissante, vous avez en fait un déploiement des investissements qui va rendre le capital de plus en plus hétérogène, ce qui consiste en fait à dire on va faire de plus en plus de spécialisation et division du travail. Et du coup, quand vous effectuez cette activité-là, quelque part, la richesse de votre économie, c'est l'ensemble de ces biens en capitaux. Parce que plus vous avez d'industries spécialisées, de biens en capitaux qui vont permettre de spécialiser chaque tâche dans la division internationale du travail, dans la division du travail et même dans la division internationale dans une économie mondialisée, vous allez avoir de plus en plus d'output, de plus en plus de capacité à produire de plus en plus de biens avec de moins en moins d'intrants, de moins en moins de ressources mises en entrée de votre économie. Et finalement, c'est ça un peu la mesure de la prospérité, c'est combien est-ce qu'on, enfin, comment est-ce qu'on peut remplir les rayons du supermarché, avec quelle diversité de produits et quelle quantité de produits, pour combien de ressources initiales dépensées, de temps humain, de travail humain, de ressources naturelles, etc., etc. Mais du coup, ça me fait penser à un truc. Est-ce que c'est pas l'inverse du PIB, en fait, au final, la mesure de la richesse, quasiment? Je dirais pas que c'est l'inverse, mais on n'arrive pas au même niveau dans la séquence. C'est-à-dire que le PIB, si je reprends mon image, ça va être regarder la caisse enregistreuse dans le supermarché et regarder la dépense du gars qui tient le carrefour. Alors que moi, ce qui me paraît plus intéressant, c'est de regarder tous les phénomènes de production qui sont à la racine du phénomène qui permet de remplir les rayons. Parce que finalement, ce qui compte, c'est, in fine, le boss de l'économie, c'est le consommateur. C'est-à-dire que la finalité de toute activité économique, c'est que pour des gens puissent consommer selon leurs besoins et leurs envies dans le contexte et l'instant où ces envies et ces besoins se forment. Et du coup, regarder la dépense est une forme très statistique et qui excite pas mal de gens parce que on peut faire des maths de troisième avec et donc on a l'impression de faire des trucs intelligents. Mais ce qui a une vraie finalité téléologique pour les agents individuels, c'est vraiment est-ce que je peux remplir mon frigo, est-ce que je peux partir en vacances, est-ce que je peux décorer ma maison, est-ce que je vais pouvoir avoir des loisirs, est-ce que voilà, c'est toutes ces activités-là. Et finalement, tout ce qui se passe entre l'épargne et la consommation dans cette séquence qu'on essaie de décrire depuis tout à l'heure n'est qu'un ensemble de moyens qui sont mis au service de cette fin qui est la consommation. Et du coup, dans le cadre donc du premier sujet qu'on a abordé, qui était l'impôt sur la fortune improductive, déjà on voit qu'ils utilisent le terme fortune, qui n'est ni épargne ni capital. Donc l'idée, j'imagine que c'est encore de créer plus de flou avec un terme qui est totalement poubelle, tu mets n'importe quoi dedans. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, en fait, c'est justement pour mettre les deux. C'est qu'il y a à la fois capital, épargne. En fait, tu dis juste, c'est de l'ensemble de ta richesse et on va taxer là-dessus. Je pense que le terme est encore plus pervers que ça, parce que fortuna, en latin, en fait, ça veut dire la chance. Donc, en fait, tu vois, on taxe les gens qui ont gagné au loto. En fait, tu vois, c'est quelque chose qui t'est tombé comme ça, au-dessus de la tête, par la grâce divine. Tu n'es absolument pas responsable de ce capital constitué. Et donc, c'est totalement légitime et normal que tu doives le partager avec les autres, puisqu'il n'est pas le fruit de ta créativité, ton intelligence, ta sagacité, tes sacrifices et ton travail. Par ailleurs,
on considère également le terme improductif. Mais là, ce qu'on essayait de dire en fait avant, c'est que la question de dire est-ce que quelque chose est un bien en capital ou est-ce que quelque chose est un bien de consommation ou est-ce que quelque chose est une forme d'épargne est essentiellement une question de contexte. Si, par exemple, tu prends aujourd'hui un bien immobilier en France, du fait de la dévaluation monétaire inexorable et incessante qu'on a même dans nos économies développées, que vous avez abordé 1000 fois sur la chaîne, donc je vais pas revenir dessus, l'immobilier est en grande partie utilisé comme une tirelire. Donc on peut quasiment l'assimiler à une forme d'épargne. À l'inverse, si j'ai un bien immobilier au bord de la Côte d'Azur que j'utilise pour faire du Airbnb ou qui est un hôtel, c'est un bien productif. C'est pas un bien dont je vais obtenir une jouissance directe, c'est vraiment voilà, pour mettre sur le marché des prestations de services hôteliers, pour pouvoir gagner de l'argent, etc. De la même manière, ma voiture peut être un bien productif pour un Uber, comme ça peut être un bien de loisir pour moi si je m'amuse juste à rouler comme un foufou dans des routes de montagne, comme ça peut être, on va dire, un bien d'utilité directe si je l'utilise essentiellement pour aller faire mes courses, amener mes gamins à l'école et aller au boulot. Et donc, tout ça, c'est une question de contexte. Il n'y a pas de nature de capital qui est improductif. Il y a des emplois du capital qui peuvent être considérés comme improductifs. Et encore, ça, c'est pas tellement à un gars sorti de l'ENA d'en décider, c'est plutôt au marché. Si je reviens à mon histoire de l'activité de l'entrepreneur, ce qui va faire qu'un bien est improductif, c'est que finalement, son utilisation dans le cadre d'un phénomène de production de marché va faire que les revenus obtenus par l'utilisation de ce bien-là dans une structure de production vont être inférieurs aux coûts qui ont été engagés, donc finalement à l'achat de ce bien sur le marché. Et donc effectivement, dans ce contexte donné-là, dans cette activité-là, il est pas productif parce que il serait mieux utilisé, c'est ce que nous renvoie son prix de marché, par quelqu'un d'autre dans un autre contexte, qui pourrait d'ailleurs être un contexte de consommation. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir, par exemple, quelqu'un qui va utiliser, on va dire un exemple qui soit un peu parlant, mais disons, on peut avoir quelqu'un qui, par exemple, va utiliser une voiture comme taxi, mettons. Et c'est une très très vieille voiture et effectivement, elle consomme beaucoup. Et donc, le gars, à chaque fois qu'il facture sa course, en fait, il va récupérer avec les courses qu'il facture moins que ce que va lui coûter son plein. Et donc, en fait, le gars, il est en train d'utiliser ce bien en capital-là, la voiture, de manière improductive. À l'inverse, il y a peut-être un gars qui est collectionneur, mettons c'est une DS, tu vois, il y a peut-être un gars qui est collectionneur de voitures dans le nord de la France qui va être prêt à la racheter pour son pur besoin de consommation. C'est-à-dire que lui, il va juste l'entretenir, l'exposer quand il a des amis qui viennent dîner et faire des petits tours avec en famille parce que ça le fait kiffer. Et dans un cas, c'est un bien de consommation, dans un autre cas, c'est un bien productif. Mais c'est exactement le même bien, il n'a pas changé. C'est vraiment le contexte qui lui donne une fonction économique différente. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus compliqué que ça. Parce que là, tu parles même pas du rapport de la subjectivité dans son choix. Parce que ça se trouve juste le mec, il prend plaisir à faire ça et c'est l'œuvre de sa vie. Il a fait toute sa vie, il a épargné pour pouvoir faire quelque chose d'improductif qui lui fait plaisir. Et en fait, ça, on met de côté, même dans un calcul aussi froid que tu viens de faire. Ouais, alors après, dans ce cas-là, je le mettrais dans une activité de loisir, de jouissance personnelle, de consommation, appelle ça comme tu veux. Mais effectivement, si le gars, il fait des courses de taxi comme ça parce que ça lui fait plaisir, en fait, de donner cette expérience aux gens et de conduire ce genre de bagnole et de se dire, tu vois, je sais pas, tu peux très bien imaginer un gars qui est amoureux de la ville dans laquelle il est né, qui est amoureux de bagnole d'une certaine époque et qui se dit, putain, moi, j'ai envie que les touristes quand ils viennent en France, quand ils viennent, mettons, je sais pas, là, actuellement, je suis à Avignon, qui est une très belle ville. Bon, alors par contre, vous avez pas beaucoup circulé en voiture dedans, mais tu peux avoir un gars qui se dit, tiens, moi, j'adorerais que les gens ils se trimballent dans une je sais pas, une 202 ou quelque chose comme ça, une vieille voiture de l'époque, pour leur donner une expérience, quoi. Et je m'en fous, en fait, je vais pas leur charger plus, je vais pas leur charger le prix de la course tel que ça permettrait de compenser tous mes coûts de restauration de la voiture, de carburant, éventuellement d'assurance, etc. Mais là, c'est une activité productive validée par le marché, en fait. Le gars, parce que, in fine, il va devoir tirer sur ses propres ressources à lui pour continuer cette activité. Donc, c'est un peu comme si moi, je vais jouer au foot, en fait. Mais ça reste un agent du marché, donc on peut dire que c'est... Ah, mais tant qu'il fait ça avec sa propriété, ses propres ressources, et qu'il est consentant, entre guillemets, à tout ça, et qu'il en supporte le coût,
Enfin, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait la richesse de l'existence, quoi. C'est que personne n'est là pour lui dire ce qu'il doit désirer et comment est-ce qu'il doit utiliser de manière alternative son temps ou ses ressources. Et c'est là où, en plus, je trouve que, en fait, avec ce type de vision, c'est terrible juste d'introduire le terme de improductif. C'est que, d'un coup, en fait, tu rends le monde moche, quoi, et mauvais, je trouve. En fait, on se rapproche de plus en plus du robotique et de l'absence de jouissance, quelconque. Par exemple, je sais pas, où est-ce que tu places l'art là-dedans, le beau, la distraction, le plaisir. En fait, ça disparaît totalement de ce calcul, alors qu'il se revendique être socialiste, être pour le plaisir, être pour le fait de profiter au final de la vie. Et en fait, c'est là que je trouve qu'on peut se dire, on se rapproche d'un système comme les soviétiques, où tout était moche, droit. Et je viens juste d'avoir l'idée, mais en fait, tu étape après étape avec ce type de façon de penser, t'en arrives là. Je pense que c'est un truc qu'Ulrich a déjà peut-être dû dire même sur votre chaîne, mais le départ de la plupart de ces phénomènes, d'enlaidisation du monde, comme tu dis, et même de socialisme, viennent de l'idée de la valeur objective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu substantialises le monde et que tu postules qu'il y a des valeurs objectives, t'arrives très vite à la notion qu'il y a des élites qui savent mieux que toi ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est productif, qui du coup vont décider quelles sont les activités qui méritent d'être faites, qu'est-ce qui mérite d'être exposé, qu'est-ce qui mérite d'être financé, etc., etc. Et donc tu te retrouves très vite dans un monde d'un gris préfectoral absolument inénarrable, qui va être défini par un politburo. Et c'est pour ça que tu as une connexion assez forte entre les deux, en fait. Dès lors que tu considères, mais c'est pareil aussi pour d'autres mouvements socialistes, hein. Tu prends les nazis, dès lors que tu considères qu'il y a une esthétique, une race supérieure, un truc comme ça, tu te retrouves avec un monde qui est lisse, qui est plat, et qui finalement ne peut pas être autrement parce que il y a une vérité immanente d'une société qui détient la vérité, d'une élite qui est là pour la dire, au lieu de partir de l'idée d'une société ouverte où finalement le monde est en perpétuel changement et complètement dynamique et fait de subjectivités qui, dans le grand magma des événements sociaux, créent des intersubjectivités et font évoluer les perceptions, les goûts, les points de vue et l'appréciation des choses, et donc permettent de créer de la diversité et de la richesse. Mais du coup, là, de ce que tu nous décris, je me fais l'avocat du diable. En faisant ça, est-ce qu'on risque pas de créer, si vraiment on pousse notre vision que tu viens de décrire au bout, est-ce qu'on crée pas un immense chaos, en fait, tout simplement? Si on laisse les gens, si on n'essaye pas de faire rentrer les gens dans un certain cadre et imposer un ordre, est-ce que cet ordre existerait via le marché? Je pense fondamentalement qu'effectivement, la force des sociétés capitalistes, c'est fondamentalement d'être capable d'organiser un ordre spontané, un ordre émergent dans un monde dynamique et complexe. C'est-à-dire que l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour l'établissement des phénomènes de production les plus efficients possibles, dans le contexte où, encore une fois, le mec qui décide à la fin, c'est le consommateur, parce qu'il est la finalité de toutes les activités économiques, c'est le fait d'avoir un système qui va être capable d'incorporer des informations qui sont tacites, locales et souvent difficiles à mesurer, voire impossibles à mesurer, donc qui sont détenues par chaque individu dans son contexte, en fonction de ses besoins, de ses problèmes, de ses goûts, de sa subjectivité, et d'être capable de transmettre toutes ces informations à l'ensemble de l'économie, de manière à ce que ceux qui disposent des ressources qui vont permettre de répondre de la manière la plus efficiente à ses besoins, puissent se mettre en branle sans avoir un apparatchik derrière lui qui lui dit combien de boulons de 12 il doit fabriquer. Et ça dans un contexte où toutes ces données de base changent constamment, de manière dynamique, ne serait-ce que parce que lorsque quelqu'un exprime un besoin, effectue un acte de consommation, ça va changer le stock d'une donnée, ça va changer une donnée de prix, et donc ça va faire réagir l'ensemble du système. Donc en fait, par définition, le monde est un chaos. Et l'idée même de dire qu'on va pouvoir créer de l'ordre en figeant ce chaos, c'est créer de la mort. C'est essayer de détruire la substance même de l'existence des phénomènes sociaux et même de la réalité biologique. Alors qu'à l'inverse, l'intelligence, ça consiste à dire parce que le monde est chaotique, il faut un système qui a la capacité de traitement d'informations, de dissémination d'informations et de flexibilité, de réaction à un ordre dynamique qui va nous permettre de toujours nous réorganiser, nous optimiser, à la fois de manière pacifique et de manière efficiente dans cette espèce de magma, de chaos finalement. Et ça, c'est le système de prix. C'est ce que Hayek exprime parfaitement dans l'utilisation de la connaissance dans la société, qui pour moi est un des meilleurs articles du XXe siècle, qui est très très court, où effectivement il essaie d'expliquer que
Ce qui est incroyable avec le libre marché et les sociétés capitalistes, c'est le fait que des gens qui n'ont absolument aucune connaissance des réalités sociales et des réalités de vie qui caractérisent la vie des autres vont pouvoir les servir de la meilleure manière possible juste en ayant connaissance d'un truc, c'est des prix. Parce que en réagissant à des prix, ils sont capables finalement de sous-peser des coûts d'opportunité et de dire ah tiens, il vaut mieux que j'investisse mon temps et mon argent là. Ah tiens, j'ai plus envie de ça que de ça. Et ça dans un contexte où tout ça change tout le temps. Et il y a une quantité d'informations qui est contenue et qui est traitée et disséminée dans ce système social là, qui est tellement grande qu'en fait aucune intelligence ou même aucun système humain ne pourrait le traiter de manière top-down. Ça me fait penser en plus à quelque chose, c'est que souvent, je viens de me rendre compte, mais dans mon imaginaire, j'imagine souvent en fait un prix unique. Mais en fait, il y a une multitude de prix pour un même produit. Parce que souvent on va dire voilà, il y a un marché central auquel on va penser qui va représenter le prix, mais en fait que tu t'en rends même toi compte en tant que consommateur. Dès que tu vas dans n'importe quelle boutique un peu partout, bah tu retrouves un Coca qui est à 5 €, un autre qui est à 1 €, un autre qui est quasiment gratuit parce qu'on te l'a refilé. Et donc l'information en plus elle dépend géographiquement du lieu, elle dépend aussi du contexte, de plein de choses. Et ça rajoute à de l'information et à une capacité à prendre des décisions en fonction du contexte. Tu as des marchés qui sont plus ou moins globaux, on va dire, parce que ils traitent en général de biens d'ailleurs qui sont très financiarisés ou de biens qui finalement ont une capacité d'échange sur de très très grandes distances à des coûts marginaux très très faibles. Et tu vas avoir des marchés très locaux. L'artisanat est un très bon exemple, où effectivement une prestation à un endroit donné, à une heure donnée, dans un contexte donné, par un artisan donné, n'est pas forcément la même qu'une prestation qui pourrait avoir les mêmes qualités objectives, mais qui se produit pas dans le même contexte et qui n'est pas effectué par la même personne. Et du coup, tu as un contexte local à la formation des prix. Et je pense que c'est un truc qu'on observe bien aussi dans Bitcoin, parce qu'il n'y a pas de système de clearing centralisé, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas un New York Stock Exchange du Bitcoin dans lequel tous les ordres vont être finalisés et donc qui va permettre de nous afficher un prix unique pour un actif, comme ça peut être le cas des actions Apple, par exemple. Vous allez avoir un prix sur Binance, un prix sur Coinbase, un prix sur Kraken, un prix sur Bitstamp, etc., etc. Et donc, vous voyez bien qu'il y a des déviations entre ces prix qui vont être absolument pas liées au fait que le produit qui s'échange est différent. Ça reste toujours des UTXO. Par contre, il est effectué dans des contextes différents, les barrières à l'entrée sont peut-être pas les mêmes, les juridictions accessibles sont peut-être pas les mêmes, les coûts de trading sont pas les mêmes, les conditions de retrait sont pas les mêmes, les expectations, les spreads exactement sont pas les mêmes, les conditions de liquidité sont pas les mêmes, les projections du marché quant à la capacité de pouvoir disposer de leur capital en toute sécurité et facilement ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand on a eu là aujourd'hui on est le 4 novembre, il y a 2 semaines environ, il y a eu une grosse cascade de liquidation et pendant tout le week-end Binance a traité avec 2% de spread par rapport à toutes les autres places de marché majeures. En gros, ce que le marché vous dit, c'est que potentiellement les gens sont prêts à vendre leur Bitcoin avec sont prêts enfin, il y a un premium qui est payé par quelqu'un chez Binance pour acheter du Bitcoin alors qu'il pourrait acheter le même chez Kraken, probablement parce que son argent est bloqué dessus et que il est prêt à surpayer pour avoir un actif qu'il est sûr de pouvoir sortir. Ça peut être interprété comme ça. Et ça peut être interprété de manière différente. Tu peux très bien te dire, les mecs ont fait faillite et en fait, CZ est en train de donner un premium pour essayer de récupérer suffisamment de Bitcoin pour plus être à réserve fractionnaire. Tu peux avoir plein d'interprétations et c'est difficile de savoir laquelle. Mais fondamentalement, tu reviens à cette idée que donnait Victor, que même pour un truc qui est complètement alocal comme Bitcoin, tu vas avoir une formation de prix, une price discovery qui est totalement dépendante du contexte. Pour revenir sur notre sujet initial, avant de replonger un petit peu dans la théorie, on va faire les montagnes un peu russes. Toi, à ton sens, un tel type de mesure, que d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais ça ressemble en fait, j'ai l'impression que c'est une quenelle ultime, parce qu'on parlait beaucoup de la taxe Zuckman précédemment, ça a fait grand bruit, qui pour rappel c'était une taxe de 2%, donc pareil sur le capital, mais au-delà de 100 millions d'euros. En fait là c'est une immense quenelle qu'ils ont mis, parce qu'en fait là c'est une taxe de 1%, mais à partir de 1,3 million. Donc ça concerne bien plus de gens en réalité. Alors
En fait, ils sont en train de rétablir l'ISF tel qu'il existait presque. Ouais. C'est-à-dire que la taxe Zuckman, déjà, ça rapportait rien. Parce que ça concernait, je crois, 1800 familles ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas exactement les chiffres en tête des projections du gouvernement sur ce que ça permettrait de générer comme recette fiscale, mais c'était assez ridicule. Par contre, c'est un truc qui fait plaisir. Je pense qu'on en avait déjà parlé aussi sur la chaîne de René Girard, qui a une théorie qui est très intéressante, qui consiste finalement à dire que dans des sociétés qui traversent des désordres sociaux et des tensions particulièrement intenses, il y a souvent ce réflexe d'aller chercher un bouc émissaire, de se le faire, parce que la violence, ça fait du bien, et d'essayer de purger les tensions de cette manière-là. Et le bouc émissaire, c'était effectivement les fortunés. Encore une fois, c'est une fortune. Ils l'ont pas gagné, ils l'ont volé. Ça leur est tombé sur le coin de la gueule. Et du coup, la taxe Zuckman, c'était quelque chose qui était complètement irrationnel d'un point de vue contexte des finances publiques, parce qu'effectivement, on a des déficits abyssaux. Effectivement, on a une dette qui est hors de contrôle. En plus, un endettement du secteur privé qui pose un problème dont on parle jamais, mais qui pose un problème énorme pour la productivité de l'économie française et donc la capacité à relever l'impôt et donc à payer la dette existante, la dette publique existante. Et donc, la taxe Zuckman, c'était essentiellement une sorte de mesure girardienne, c'est-à-dire on va essayer de purger les tensions qui existent dans la société française du fait de sa paupérisation, de son surendettement, etc., en tapant très fort sur quelques personnes, ces boucs émissaires, mais ça résout pas du tout le problème. Et la taxe, donc la nouvelle IFI qui a été proposée, l'impôt sur la fortune improductive, lui a déjà un petit peu plus de sens d'un point de vue rentrée fiscale. Parce que, comme tu l'as dit, il va concerner beaucoup plus de ménages pour des assiettes fiscales qui sont moins importantes, mais tellement plus nombreuses que finalement les rentrées fiscales attendues sont beaucoup plus importantes. Il s'avère que déjà, à l'heure actuelle, on avait donc l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, avec un abattement sur la résidence principale, et donc qu'avait mis en place Macron en remplacement de l'ISF, qui sortait du coup des biens considérés comme productifs, donc les actions, les investissements, les parts d'entreprise, etc., etc. Parce que on sait depuis longtemps, quand on n'est pas complètement crasseux en économie, que si on taxe le capital productif, et Éric Larchevêque par exemple avait fait une très bonne vidéo là-dessus, en fait on force des gens qui ont du capital illiquide, j'en reviens à mon concept de début, de devoir liquider leurs investissements, donc qui sont des choses qui sont réellement productives, pour pouvoir payer un impôt qui en général va aller en plus dans le cas de l'État français à de la consommation, parce que l'essentiel des affectations du budget en France, c'est distribuer des allocs, c'est payer des salaires, c'est vraiment de la consommation plus que de l'investissement, on va dire stratégique, ou de l'investissement à long terme, ou de l'investissement dans les infrastructures, etc. Ne croyez pas qu'on fait beaucoup de lits d'hôpitaux et de centrales nucléaires avec ce qu'on vous taxe tous les jours. On paye essentiellement des bureaucrates à surveiller d'autres bureaucrates, à créer des circulaires absconses pour empêcher les gens de bosser, hein. Où on paye des intérêts sur la dette. Et donc, désolé, je me suis un peu perdu dans mon histoire, mais l'IFI est particulièrement sa nouvelle proposition est particulièrement pervers, déjà parce qu'on en a profité pour doubler le taux existant. Donc, on est passé de 0,5% à 1%, en mode, prestidigitation des inspecteurs généraux des finances. Et ensuite, on a inclus dedans des biens, encore une fois, qu'on qualifie d'improductifs, mais qui en fait, en réalité, sont des biens d'épargne, qui sont choisis comme véhicules d'épargne par la population, parce qu'on a tellement dévalué la monnaie, qu'on lui a ôté sa qualité de réserve de valeur, et que donc on a dissuadé les gens de prêter en monnaie, d'épargner en monnaie. Et donc on en revient à un thème fréquent dans vos vidéos, qui est qu'effectivement tout ça part du fiat, et qu'au lieu de corriger la racine du problème, on va essayer de foutre des rustines en bout de la machine de l'espèce de machine infernale qu'on a créée à cause de ces incitations perverses initialement liées à la dévaluation de la qualité de la monnaie, la dévaluation monétaire, et on se retrouve avec quelque chose qui, d'une part, a un peu cette fonction aussi gérardienne parce que ça fait plaisir aux gens de dire vous avez des yachts, vous avez du bitcoin, vous avez des résidences secondaires, mais c'est que vous gavez, bande d'enculés. Donc, c'est absolument normal que on vienne vous prendre votre argent pour payer des lits d'hôpitaux. Même si, encore une fois, ça va pas payer des lits d'hôpitaux, hein. En revanche, il y a aussi quand même cette logique de se dire,
on est en faillite, ou au bord de la faillite en tout cas, et on sait plus où trouver de l'argent. Et on a créé cette fenêtre d'Overton dans les débats actuels, qui est assez intéressante, qui est que, de toute manière, on pose le débat sur il faut trouver plus d'argent pour maintenir le niveau de dépenses actuel. Alors que on a déjà passé le summum de la courbe de l'affaire, donc probablement un autre concept dont vous avez déjà parlé, c'est-à-dire qu'on est arrivé au point où, de toute manière, tout ajout de taxes ou d'impôts va diminuer les recettes fiscales pour plein de raisons, qu'on pourra expliquer par la suite si vous voulez. Et donc, de toute manière, on est en train d'assister à une sorte de parodie et de comédie absolument insupportable, parce qu'on a une classe de gens qui vivent avec les ressources des gens productifs, essentiellement les élites politiques et l'administration, qui sont en train de dire, au lieu de faire des efforts, nous, pour être capable de ramener les comptes publics à un équilibre, alors même que c'est nous qui, pendant 50 ans, avons créé ce déséquilibre, on va ponctionner encore plus les gens qui, encore, ont réussi à survivre et à créer de la valeur dans ce pays qui a déjà le niveau de prélèvement obligatoire le plus important au monde, pour ne pas avoir à consentir à cet effort qui serait complètement légitime. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans toute logique, et le bon sens exigerait que les Français soient furieux contre cette classe dirigeante et cette classe administrative, même surtout cette élite administrative. Et on leur donne un autre bouc émissaire, on leur donne un autre exutoire, et on leur dit mais non, allez taper sur les riches, allez taper sur les très grands riches, donc les gens qui sont ciblés par la taxe Zuckman, et aller taper sur les gens qui, effectivement, ont un certain patrimoine, mais qui, quand même, faut pas déconner, l'ont probablement gagné à la sueur de leur front pendant des décennies, probablement aussi en ayant fait un effort d'épargne. Et alors, après, c'est vrai, peut-être en ayant bénéficié d'un contexte macroéconomique et monétaire particulièrement favorable, mais tout ça n'est pas une raison. Et il y avait 2 points. Je trouve que on peut revenir sur le concept de l'affaire dont tu parlais, justement parce que c'est un concept assez contre-intuitif que les gens des fois ont du mal à visualiser. En fait, plus on taxe, moins on rentre d'argent. Et il y a aussi un autre concept dont j'aimerais que tu nous éclaires. C'est au-delà de ça, il y a quand même pour moi une absence de logique totale de taxer un stock plutôt qu'un flux. C'est que là on parle de taxer des stocks. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est débile de taxer un stock par rapport à un flux? Puis après, la suite. Alors, donc si on revient à notre histoire sur l'économie, donc les biens productifs, le capital, etc., ça c'est un stock. Donc c'est un truc constitué par un flux passé. Donc si vous avez une machine, elle fabrique des voitures, vous vendez des voitures, ça vous permet d'obtenir des flux d'argent, ce qui va vous permettre de payer des gens pour fabriquer de nouvelles machines. Donc le stock ici c'est le capital productif ou le capital liquide, et le flux c'est le flux de bagnole ou le flux d'argent. Et effectivement, la vue high level du capitalisme, c'est on constitue des stocks pour générer des flux qui vont reconstituer les stocks pour agrandir les flux, pour agrandir les stocks productifs, etc., etc. Et on crée de la prospérité grâce à ce mouvement, ce cercle vertueux. Et en l'occurrence, si vous commencez à taper dans le stock, c'est-à-dire soit à consommer le capital existant, soit à le taxer donc vous prenez une partie des stocks pour aller les redistribuer à des gens qui vont le consommer, en fait, vous enrayez cette machine à créer de la prospérité. À l'inverse, ponctionner un flux, même si c'est quelque chose que je trouve immoral, est déjà un petit peu moins stupide parce que vous conservez la machine à fabriquer les bananes. Vous conservez le réel facteur de richesse qui est l'ensemble du stock de capital, qui encore une fois est très hétérogène, machin, etc. Mais vous conservez la richesse en fait, parce que vous conservez la capacité à produire des biens de consommation, des rentrées fiscales, des rentrées d'argent, des revenus, etc. etc. À l'inverse, si vous mangez le stock, ce que vous faites, c'est que vous transformez votre économie en une économie comme le Venezuela, qui par exemple a certaines des plus grandes réserves de pétrole avérées au monde, mais qui est quand même en train de crever la dalle, parce que ils ont tellement taxé et nationalisé les biens productifs dans le secteur de l'industrie pétrolière qu'ils ont même plus les capacités technologiques et les machines pour pouvoir extraire le pétrole du sol qui leur permettrait de le vendre sur le marché pour obtenir de quoi se nourrir, se loger, etc., etc. Se soigner et compagnie. Outre la rapine en bande organisée qui est organisée par le gouvernement et les sanctions dont ils font l'objet qui les aident pas non plus. Si vous voulez, il y a rien de pire pour détruire une économie que de commencer à taxer les stocks plutôt que les flux. Mais quand vous êtes dans la situation de la France et que finalement le stock de capital productif n'est plus très important parce que les prélèvements obligatoires sont tellement importants qu'il n'y a plus de productivité et donc qu'on a découragé
tous les détenteurs de capitaux et les entrepreneurs de constituer des stocks de capitaux productifs, mais il ne vous reste que ça à taxer. 66% du patrimoine privé est constitué d'immobilier aujourd'hui en France. Et effectivement, dans un pays d'une économie qui fonctionne bien, si je prends la Suisse comme exemple, ce que je fais souvent et on va me le reprocher, mais ça pourrait être Singapour, ça pourrait être même l'Allemagne, est moins dans cette situation critique que nous, même si tout ça c'est toujours un spectre. En Suisse, vous avez beaucoup d'industries qui fabriquent des machins qu'on exporte. Donc, si vous avez un problème de financement public en Suisse, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter les impôts productifs, vous allez augmenter les impôts sur les flux, les impôts sur les sociétés, éventuellement la TVA, les choses comme ça. Et ça va vous permettre de ne pas toucher au stock de capital productif, donc aux machines-outils qui fabriquent des bagnoles, aux fonderies du Tessin qui permettent de fondre de l'or, aux machines de précision qui permettent de fabriquer des montres de luxe et je ne sais quoi, aux artisans, au savoir-faire productif, etc. Et vous allez continuer à inciter les gens à investir en Suisse, vous allez continuer à inciter les entrepreneurs à améliorer ce stock, vous allez continuer à attirer du capital, et donc vous allez faire grossir le flux, et donc vous allez aussi faire grossir les revenus fiscaux qui sont issus de cette taxation du flux. À l'inverse, en France, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que on taxe le stock, donc on diminue la taille du flux sur laquelle on pourrait prélever un impôt futur pour sortir de l'ornière, et en plus, en faisant ça, on rend l'économie moins compétitive, donc on décourage l'investissement, on décourage l'entrepreneuriat, on décourage les individus créatifs, on les invite à se casser. C'est pour ça que, dans le même temps, vous avez vu hier, on est en train de parler de rétablir l'exit fiscal tel qu'il existait selon Sarkozy, et qui d'ailleurs, petite parenthèse, m'a beaucoup fait rire parce que Amélie de Montchanin a aussi, durant la discussion, expliqué que ça pourrait rapporter 70 millions, donc je me suis fendu d'un petit calcul. On a environ 160-180 milliards de déficit attendu pour cette année, donc ça veut dire que ça fait 500 millions de déficit par jour, donc ça veut dire que les 70 millions qu'elle espère récupérer, c'est l'équivalent de notre déficit en environ 3h30, 4h. C'est-à-dire à peu près autant de temps qu'il faudra pour délibérer de la loi. Donc ces gens-là se foutent de votre gueule, déjà, parce que les chiffres ne font absolument aucun sens. Et si vous faites ça, l'impact de second ordre que vous allez avoir en décourageant les gens à venir s'installer en France, parce qu'ils savent très bien que s'ils constituent une entreprise ici, vous allez les ponctionner à la sortie. Les départs que vous allez précipiter pour des gens qui sont aujourd'hui détenteurs de capital productif et qui détiennent des entreprises en France ou qui investissent de manière productive dans le pays vont être supérieurs à ce que ça va permettre de vous rapporter. Etc. Il y a plein de raisons de premier ordre et de second ordre, il y a plein d'effets qui font que taxer les stocks, c'est en général la pire situation, le pire choix fiscal que vous pourriez faire, mais qui est assez logique quand vous êtes au bord de la faillite et surtout quand vous êtes dans une démagogie totale qui consiste à brouiller le langage et brouiller les concepts pour faire croire aux Français que une patate, la machine à fabriquer les patates et une frite dans ton assiette, c'est exactement la même chose parce que ça s'appelle une patate. L'analogie, elle est bonne. Et surtout qu'il y a aussi un point, c'est que comme tu l'expliquais, pour constituer un capital et donc un stock, il faut des flux précédés. Enfin, c'est généré par des flux qui ont précédé, flux qui ont déjà été taxés, donc le capital a déjà été taxé. C'est le même concept que l'héritage, où quand on débat de taxer l'héritage est déjà taxé, avant même qu'on mette une taxe sur l'héritage, que ce soit clair. Et c'est exactement les mêmes concepts. Je vais même plus loin. Sur l'héritage, tu regardes en France, on dit toujours là en ce moment on dit souvent que c'est légitime. Parce que la question de l'impôt en France c'est toujours une question de justice sociale, c'est toujours une question de légitimité. Il n'y a pas un mec qui est foutu de le réfléchir de manière pragmatique comme on essaye de le faire là, c'est-à-dire de se dire, ok, on a un problème de déséquilibre des comptes publics, où est-ce qu'on trouve le fric ? Comment est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on peut raboter les dépenses ? Où est-ce qu'on peut... Enfin bref. Et donc l'héritage, la taxe sur l'héritage est soi-disant légitime, et d'ailleurs c'est une des plus élevées au monde en France, est soi-disant légitime parce que c'est un capital qui serait une fortune, encore une fois, c'est quelque chose qui te tombe sur le coin de la gueule, que t'as pas gagné, t'as gagné au loto en gros, c'est comme ça qu'on te le présente. Mais quand tu taxes l'héritage, tu ne taxes pas nécessairement l'héritage, tu taxes aussi la transmission. C'est-à-dire que t'es en train de prélever encore plus d'argent sur ce que la personne qui a constitué ce capital toute sa vie, en payant toute une succession de taxes et d'impôts pour constituer ce capital, comme tu l'as bien mentionné, dans le pays qui, encore une fois, a le plus de prélèvements obligatoires au monde, tu es en train de lui rajouter une taxe supplémentaire avant qu'elle ne puisse la transmettre à ses ayants droit. Et c'est encore une fois une inversion du langage. Tu taxes autant la personne qui transmet que la personne qui reçoit. Et notamment, c'est encore une fois une taxation d'un stock, parce que tu vas forcer des entreprises familiales à devoir se découper, ouvrir leur capital, souvent perdre le contrôle et arriver à la déliquescence, parce que très souvent dans les entreprises familiales, il y a une sorte de manière de travailler où il y a une confiance entre les frères et sœurs, la famille, les oncles, machin, etc., qui ne peut plus fonctionner lorsque tu fais rentrer un fonds extérieur au capital, parce que ça va rentrer dans les logiques complètement différentes.
Parfois, ils vont juste être obligés de liquider l'entreprise familiale juste pour pouvoir payer les droits de succession. Pareil pour les demeures de famille. Pareil pour plein de biens en capitaux. C'est encore une fois une taxation d'un stock, alors que ce stock qui est taxé, comme tu l'as très bien dit, il est la résultante de flux passés qui ont été accumulés, épargnés. Donc encore une fois, quand je dis épargner, c'est renoncer aux alternatives, donc renoncer à une consommation, renoncer à un investissement potentiel. Donc c'est un sacrifice qui a été librement consenti et assumé par la personne qui a obtenu ces flux. Donc encore une fois, c'est pas un truc qui a été volé. Et toute la manière dont les termes sont articulés, le langage est établi, est parfaitement honteux et je trouve même avilisant, autant pour les gens qui se laissent aller à croire les termes du débat que pour les gens qui les posent. Moi, ça me fait vraiment penser au fur et à mesure là au mec qu'on décrit dans les films. Bon, le mec le raté qui galère, qui a même souvent des problèmes avec l'alcool ou les drogues et qui passe sa journée à gratter des tickets et à appeler ses potes pour demander de la thune et en fait qui jamais fait le travail d'introspection et se dire mais pourquoi ma vie c'est de la merde, pourquoi je galère, pourquoi en fait je dépense toujours plus que ce que j'arrive à ramener. Et j'ai l'impression que l'État il est dans cette situation et en même temps il profite de toute la population qui au fur et à mesure en fait finit par avoir ce comportement. C'est terrifiant, je trouve. Et je pensais aussi à autre chose, c'est un moment tu as mentionné le fait que quand tu arrivais à un certain montant, par exemple, tu mentionnais là, on est à peu près à 150 milliards de déficit annuel, et que là on nous parle de 70 millions. Et j'avais vu une expérience qui montrait que les gens souvent ont un énorme problème avec les rapports, voire à peu près 10, 20, 30, allez 100 000. Et déjà entre 100 et 1000, ils commencent à avoir une petite difficulté de le rapporter sur une échelle. Et quand on parle de millions, 1 milliard, je crois que c'est à peu près, les chiffres sont gigantesques, hein. C'est genre 95% des gens qui vont placer le million. On dit de mettre 1 milliard sur 10 milliards, ils vont placer à peu près à l'échelle du 10 millions. Donc il y a une échelle de fois 100 à peu près entre les deux. Et en fait, ça me fait penser au fait que au fur et à mesure qu'on est dans un système fiat où la monnaie fait que de perdre de sa valeur, et ben en fait le calcul économique, pas seulement vraiment parce que le système change, mais aussi parce que les échelles sont trop grandes et qu'on comprend plus rien et que le cerveau juste humain n'arrive pas à évaluer les choses. En fait, tu peux embrouiller la population. Et leur justifier, vas-y, on va aller chercher 70 millions, alors qu'en fait, on parle de milliards et que les échelles de grandeur n'ont plus rien à voir. Et on arrive dans un monde, en fait, juste fou. Vous vous rendez compte de ce que c'est 1 million d'Armina ? Enfin bref. Non, mais t'as totalement raison. Le truc, c'est que je crois que c'est pas que la population. Je vous reviens à Bruno Le Maire, un hectare, c'est 100 mètres carrés. En fait, malheureusement, on a en France on a depuis très longtemps une culture d'hommes de science, d'ingénieurs, etc. Et le niveau d'instruction est tombé tellement bas que pour beaucoup de gens, juste une règle de 3 ou même avoir des idées d'ordre de grandeur, ça devient très difficile. Moi, j'ai l'impression qu'à part des gens qui ont fait un bac scientifique et des études supérieures, les autres ont tellement été dégoûtés en fait par tout ce qui est de l'ordre des chiffres, des mathématiques et tout, qu'ils repoussent ça un peu psychologiquement. Ça veut pas dire qu'ils seraient pas capables, s'ils faisaient l'effort en fait de comprendre ces ordres de grandeur ou même de raisonner assez simplement. Juste on les a tellement dégoûtés que voilà. Et puis on est dirigé par des gens qui ont tous fait Cannes, Hippocagne, Sciences Po, etc. Donc effectivement, ils sont nazes en économie, ils comprennent rien aux chiffres, ils comprennent tout à la communication, la démagogie et on va dire le fait d'embrouiller le cerveau du mec en face. Mais je suis pas sûr que non plus ils savent compter. Hein. Enfin, je suis pas sûr que non plus ils sachent compter, pardon. Ensuite, t'as également un autre problème avec ça, qui est que de toute manière, le fait de mal compter n'a pas de conséquences. Si tu veux, le mec qui n'est pas forcément instruit mais qui sait bien compter, c'est le pharmacien ou l'épicier ou le garagiste, parce que s'il se trompe, il paye. Alors que quand tu vois dans les États modernes, quand t'entends Donald Rumsfeld qui t'explique que le Pentagone a égaré 2000 milliards de dollars, quand tu vois que finalement, on a 180 milliards de déficit en France. Quand tu vois que les projections
que l'on utilise comme si c'était une réalité scientifique chaque année dans le budget, quel va être le déficit, quelles vont être les rentrées fiscales, combien le stock de dette va augmenter, comment les intérêts sur la dette vont évoluer, quel va être le service de la dette et donc quelle va être la dette future, etc., etc. Ce qui en plus c'est une dynamique avec une boucle de renforcement. Donc, lorsque tu te plantes en année N plus 10, t'es complètement à côté de la plaque. Quand tu vois que tous ces trucs-là sont toujours faux et que ça n'a absolument aucune conséquence, au bout d'un moment, les chiffres deviennent des éléments de communication, des éléments de langage qui sont utilisés pour embrouiller les gens juste à des fins politiques. Honnêtement, moi je vois, c'est marrant, j'ai eu cette discussion avec mon père juste hier soir, où il me disait, parce que bon, c'est le boss des boomers, hein, lui, il est plug à BFM et CNews toute la journée, et par contre, il est pas con, et il est aussi désespéré par le niveau du débat et de démagogie qu'il y a sur ces sujets-là. Et il me disait, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas un gars qui montre quelle est la réalité des prélèvements en France, de la création de valeur, de la contribution, etc. Et de ce que l'on obtient en retour. Donc montrer, tu vois, quand tu gagnes 100, tu payes tant, quand tu gagnes 100 000, tu payes tant, quand tu gagnes 1 million, tu payes tant, voilà ce que tu obtiens en service public, voilà ce que ça coûte, mais très simplement, avec des trucs concrets que n'importe qui peut comprendre. Et en fait, en ayant cette discussion avec lui, moi, mon opinion, peut-être que je me trompe, hein, c'est de dire, je pense que personne n'a intérêt à faire ça. Déjà parce que le gars qui est en face, il va te dire, oh non, putain, encore un exercice de maths, il a abandonné depuis le CM2, et il a créé cette impuissance apprise, c'est-à-dire cette idée vis-à-vis de lui-même que il n'est pas capable de comprendre ça. Et donc, il va s'énerver quasiment, il va être frustré. Et donc, il va dire, on essaye de m'embrouiller, des chiffres. Et encore une fois, violence feel good. La violence, ça fait du bien. Lui, il va préférer se dire, faut prendre aux riches, aux héritiers, aux petits cons, ou alors faut taper sur les immigrés, sur je sais pas quoi, parce que, enfin, on a tous une sorte de préférence animale à chercher un bouc émissaire plutôt qu'à réfléchir posément à un problème. Et par ailleurs, je pense qu'effectivement, il y a très peu de gens, en fait, qui aujourd'hui, dans les élites intellectuelles, médiatiques et politiques, ont la capacité de faire ça. Si vous regardez, à part, allez, peut-être Lisnard, Knafo et quelques autres sur le côté, là, qui sont pas en plus forcément ceux qui ont le plus de temps d'audience, bon, peut-être Knafo, elle rentre dans le tas, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ce genre de démonstration simple, qui connaît les chiffres, qui est capable de dire, bon bah voilà ce qu'on file en aide au développement à l'étranger, voilà ce que coûtent les intérêts sur la dette, voilà ce que coûtent les frais de bouche de Gérard Larcher, voilà ce que rapporte votre exit tax. Est-ce que vous avez une idée du rapport de proportion entre ces choses-là? Donc, on va enlever les chocolatines de Gérard Larcher, on va arrêter de filer de l'aide au développement à la Chine parce que quand même, c'est le monde à l'envers, et on va essayer de trouver un moyen de limiter le déficit parce que ce que ça va représenter en intérêt sur la dette d'ici 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 ans, ça va être bien plus que ce pourquoi on est en train de délibérer sur les taxes Zuckman ou les trucs comme ça. Et je suis capable de vous montrer simplement, même si vous n'avez pas forcément fait 5 ans de master en mathématiques ou en physique, que si j'arrive à diminuer de ne serait-ce que 50 milliards la dépense publique aujourd'hui, ce que ça va me permettre d'économiser en charge de la dette sur 10 ans, et donc en intérêt supplémentaire, et donc ce que ça va permettre de développer en fait, en capacité budgétaire pour investir dans des choses qui ont de la valeur pour tous les Français, que ce soit les infrastructures, que ce soit la santé, que ce soit l'instruction, j'en sais rien. Encore une fois, vous savez très bien que pour moi, c'est une connerie. Mais admettons, si c'est ce que les gens veulent et qu'ils veulent jouer à cette connerie de la démocratie, de on distribuer de l'argent qui n'existe pas, au moins, faites-le efficacement. C'est-à-dire que, imaginez ma position. Moi, je suis dans cette situation où tout ça me paraît complètement pervers. C'est-à-dire que, encore une fois, l'État, c'est cette grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Et on a ces gens-là qui pensent que le but de la démocratie, c'est de distribuer des droits non gagnés, de distribuer de l'argent qui n'existe pas, mais ils sont même pas capables de le faire correctement. C'est-à-dire que j'ai presque envie de leur dire, est-ce que vous pouvez pas me voler efficacement? Est-ce que vous pourriez avoir la décence de me violer correctement? Que j'ai au moins un micro-orgasme, que j'ai quelque chose en face? Non, vous êtes obligé de faire ça salement. Même dans le vice, vous êtes mauvais. Désolé, je m'emporte, mais je pense que c'est vraiment là où on en est, quoi. Qu'on fasse des vues au moins avec cette vidéo. Vous allez pouvoir faire des shorts et moi je vais encore me faire engueuler même. Après, moi je peux que te rejoindre sur ces sujets. Si on revient un tout petit peu à notre sujet de base, et ça nous servira, je pense, de conclusion, mais je pense que c'est important de revenir aussi sur ces principes.
Tu as rapidement mentionné, mais j'aimerais juste qu'on refasse peut-être, et ça fera même peut-être une bonne conclusion au final, qu'on refasse un peu la big picture de l'épargne, ce qu'on appelle la thésaurisation. Quel est son rôle et quel est le mécanisme, parce qu'on n'a pas trop insisté, le concept en fait de la structure du capital et le rallongement de la structure productive. Comment est-ce que ça se passe exactement? Parce que c'est ce que les gens ont... Je trouve que c'est un concept hyper intéressant, qui est très bien développé par les Autrichiens, mais dont on ne parle jamais parce que tout le monde s'en fout. Et si tu peux juste reprendre ça, parce que je pense que c'est vraiment l'idée de la vidéo globale au final. Ok, alors je vais essayer de garder ça le plus simple possible, parce que le problème c'est que c'est aussi très abstrait. Effectivement. Je trouve pour ça, il y a un bon exemple, c'est celui de Robinson Crusoe. Ouais, c'est ça, sur l'île avec la canne à pêche. Si vous voulez, on le fait avec Robinson Crusoe, et c'est vrai que ce sera peut-être plus illustratif. Donc c'est un exemple qui a été choisi à la base par un économiste autrichien qui s'appelle Eugen von Böhm-Bawerk, donc qui est un Autrichien de la deuxième génération, qui était l'élève de Menger, donc on est au début du XXe siècle, même fin du XIXe plutôt, et qui effectivement essaye en fait d'éliminer les échanges dans l'explication des phénomènes économiques pour vraiment simplifier les phénomènes de production. Et donc en fait, il prend l'exemple de Robinson Crusoe qui est isolé sur son île. Donc c'est ça que je veux dire par éliminer les échanges, c'est qu'en fait Robinson Crusoe est à la fois consommateur et producteur, donc il joue les deux rôles à la fois, et il vit en autarcie. Il n'a pas accès à vendredi, je sais pas ce qu'il est parti faire, mais il est plus là. Du coup, Robinson Crusoe, il a des besoins primaires. Donc effectivement, dans tout le monde connaît la pyramide de Maslow et ce genre de choses-là, dans notre activité désirante, dans nos besoins, on va toujours satisfaire ce qui est de l'ordre de la survie et du absolument nécessaire. Et c'est uniquement une fois que ces besoins sont satisfaits qu'on va pouvoir s'attacher à satisfaire des besoins d'un ordre supérieur, voilà, estime de soi, développement personnel, poursuite artistique, ce genre de choses-là. D'abord, faut bouffer. Et c'est pour ça qu'on a créé le RSA, pour que vous puissiez faire de la philosophie dans votre logement social. Ok, j'arrête. Et du coup, donc Robinson, donc il est sur son île, il est tout seul. Son premier but, c'est comment il va se nourrir. Et donc, il peut récupérer des baies sauvages. Et donc, le premier jour, il va cueillir des baies sauvages. Et il se rend compte que ça lui prend 8 heures. Donc, il passe 8 heures dans la journée à cueillir suffisamment de baies pour pouvoir se nourrir une journée. Il passe 8 heures à cueillir des baies, il bouffe, il dort, il recommence le lendemain, il recommence. Puis au bout d'un moment, il se dit, bon, c'est quand même une vie de merde, donc peut-être que je vais pouvoir essayer d'être plus efficace dans le fait de cueillir mes baies. Et donc, il se dit, tiens, je vais essayer de confectionner une gaule de bois, donc un bâton, quoi, avec plein de branches, machin, etc. Et avec ce bâton bien long, là, je vais pouvoir aller taper dans le haut des arbres et faire tomber beaucoup plus de baies. Et en fait, il se rend compte que, peut-être que s'il a le bâton, là, comme ça, peut-être qu'en 4 heures, il va pouvoir récupérer suffisamment de baies pour se nourrir en une journée. Et du coup, Robinson, il se dit, ok, le problème, c'est que si je commence à fabriquer ma gaule de bois, combien de temps ça va me prendre? Donc, il estime que ça va lui prendre entre 8 et 10 heures. Et les chiffres sont pas importants, hein, c'est juste pour donner une idée. Et Robinson, du coup, il se dit, le problème, c'est que si aujourd'hui, je passe toute la journée à confectionner ma gaule de bois, donc à aller chercher du bois, machin, à trouver un truc pour attacher tout ça ensemble, des lianes, en fait, je vais crever la dalle. Donc, d'abord, il se dit, ok, donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais passer 10 heures à cueillir des baies, et je vais faire ça pendant 4 jours. Parce que comme ça, avec les 8 heures de cueillette, je vais avoir de quoi manger chaque jour, et avec les 2 heures de travail que je vais consentir en surplus, et les baies que je vais épargner, point très important, je vais pouvoir me donner une journée où je ne vais pas avoir besoin de cueillir, où j'aurai 8 heures de production de baies pour me nourrir cette journée-là, et je vais pouvoir passer cette journée de travail à confectionner ma gaule. Et dans le futur, parce que avec cette gaule, il me faudra que 4 heures pour être capable d'obtenir ma ration quotidienne, en fait, je vais débloquer 4 heures de temps. Et donc, il fait ça. Et donc, au bout d'une semaine, il a sa gaule, et la semaine d'après, il a besoin de travailler plus que 4 heures. Et du coup, il lui reste 4 heures dans la journée. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un filet de pêche. Et puis, avec son filet de pêche, il se rend compte qu'en faisant 2 heures de pêche, déjà, il a de la protéine, donc il est vachement de meilleure humeur et il est beaucoup plus productif. Et surtout, en 2 heures, il est capable de récupérer ce qui va lui permettre de pouvoir se nourrir en une journée.
Et du coup, après, il va commencer à pouvoir utiliser le temps qui a été économisé pour essayer de fabriquer de quoi stocker son poisson et le garder. Et puis après, il va fabriquer un bateau pour pouvoir aller pêcher plus loin et être plus efficace avec son filet. Et puis après, il va fabriquer des armes pour peut-être chasser. Et en fait, c'est ça les détours de production. C'est l'idée de dire que la seule ressource qui est fondamentalement rare, c'est le temps humain. Parce que tout est le produit du travail humain. Encore une fois, on est des êtres désirants qui sont capables d'une activité créative et donc de combiner des ressources entre elles pour créer des biens qui vont permettre de créer d'autres biens, que ce soit la gaule de bois, le filet de pêche, etc. Dans une fin qui est toujours la consommation. Et donc, le détour de production, c'est la fabrication de la gaule, c'est la fabrication du filet de pêche et c'est la fabrication du chalutier. Et en fait, c'est quelque chose qui est exponentiel. Parce que lorsque vous fabriquez la gaule, vous allez être d'autant plus proche de la fabrication du filet de pêche parce que vous allez réussir à économiser du temps humain, encore une fois, la seule ressource absolument rare, en quantité suffisamment grande pour pouvoir subvenir à votre consommation sans changer la situation de consommation existante, tout en pouvant faire un détour de production, c'est-à-dire réallouer des ressources à la fabrication d'un bien qui va avoir l'objet de satisfaire une activité qui est plus intense en termes de division du travail ou qui répond à un besoin supérieur dans la pyramide de Maslow. Et donc, dans cette activité-là, le point de départ de tout ça, c'est les 2 heures de baie qu'il a épargnées tous les jours pendant une semaine. Parce que sinon, on crève. Et donc, mes amis les socialistes, quand vous taxez le capital improductif, vous êtes en train de taxer les baies de Robinson. Vous êtes en train de tuer Robinson. Et Robinson, du coup, soit il se barre ailleurs, là vous n'allez pas le taxer, soit il crève. Et donc Robinson, au bout d'un moment, il va s'énerver. Il va prendre sa gaule de bois et il va vous défoncer. Donc, ce qu'il faut faire, mes amis, c'est arrêter de parler de capital improductif. Parce que l'épargne est le début de toute forme de consommation et d'investissement. Sans épargne, vous pouvez pas faire de détour de production, vous pouvez pas faire d'investissement, vous pouvez pas être de plus en plus productif, vous pouvez pas consommer plus, vous pouvez pas être de plus en plus riche. Et tout le monde a envie d'avoir de plus en plus avec de moins en moins. Tout le monde a envie d'être plus prospère et plus riche. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de taxer les stocks, arrêtez de parler d'épargne improductive. L'épargne est la racine de tout le phénomène de production. Sans épargne, il n'y a pas de capacité d'investissement. C'est pas parce que vous allez dire la BPI va investir tant que vous pouvez réellement investir des ressources. Il faut d'abord que Robinson, il ait putain d'épargner les baies. Sinon, la BPI, elle a pas de baies à filer aux start-upers de Station F. Il faut d'abord qu'il y ait des gens qui épargnent des ressources. Si on consomme tout ce qu'on produit, on ne peut pas investir. C'est logique. Un enfant de 6 ans, il comprend ça. Et c'est pour ça que je m'énerve. C'est que quand vous lisez Bumbaverk ou que vous écoutez Ulrich ou vous écoutez Yorick ou que il n'y a pas besoin d'un diplôme, il n'y a pas besoin de faire des maths compliquées, il n'y a pas besoin de faire des statistiques à la mort moelle-neu de combien est-ce qu'on va obtenir si on fait de l'exit tax, de machin. Non, laisse Robinson épargner des putains de baies et laisse le mec qui s'est fabriqué une gaule ou un filet de pêche utiliser cette épargne pour le faire. Parce que toi, t'es un fonctionnaire, tu sais rien faire. Donc tu devrais être content qu'on te nourrisse. Donc arrête de tuer la poule aux œufs d'or. Parce que sinon, on va faire comme dans Ayn Rand. On va faire la grève, on va se barrer, tu vas crever de faim, on va revenir et on va se repaître sur ton cadavre. Bon, on coupera peut-être au montage cette partie. Tout va être gardé, je te promets. Elle est géniale. Non, mais en soi, ce que tu dis, bon, je pense que ça sert à rien qu'on acquiesce, on est complètement d'accord. Et je rajouterais juste... On en est gros. C'est vrai que... Le mec qui a la casquette en plus. Non, mais c'est surtout, par contre, petite précision, c'est que tout ça aujourd'hui est truqué et pour le coup, bah, ça va être une parfaite redirection vers une vidéo qu'on avait faite ensemble par le fait qu'on utilise une monnaie fiat où on peut emprunter sur le futur des ressources qui n'existent pas dans le présent, du fait qu'on imprime ex Petite nihilo. parenthèse, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un super bon point pour juste illustrer encore une fois sur la métaphore qu'on prenait avec Robinson. En fait, là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit t'inquiète, le Robinson du futur, il a plein de baies. Donc, je vais te donner des petites bouts de papier qui vont te permettre d'obtenir des ressources aujourd'hui. Et puis, au bout d'un moment, bah, le mec qui a les bouts de papier, la dette, il dit, bah, maintenant, je veux des baies, frère. Et il n'y a plus de baies. Et donc, du coup, on crève tous la dalle parce que les petits bouts de papier, ça n'a pas beaucoup de protéines dedans. C'est vrai que quand t'es dans une économie... Et c'est ça, hein, les cycles économiques, c'est exactement ça. Ouais, Et d'ailleurs, toute cette théorie des détours de production et de la manipulation du taux d'intérêt et de la quantité de pouvoir d'achat en circulation par le truchement de la réserve fractionnaire et du système fiat, le point de départ donc de la théorie des cycles économiques établie par Mises et Hayek, c'est l'histoire de Bumbaverk, des détours de production, des préférences temporelles et de Robinson et de la séquence productive de la division du travail et des biens en capitaux, etc., etc. Et donc réellement, hein, une crise économique, et on est en train d'en préparer une, mais mama,
elle va être d'une ampleur monstrueuse parce que le Robinson du futur, on lui a pris tellement de baies à crédit et le Robinson du futur à qui on doit rembourser, qui en fait est le roi d'Arabie Saoudite, hein, si je schématise un petit peu, ce gars-là, quand il va demander les baies qu'on est censé lui donner, mais on a tout bouffé, on n'a plus rien. Donc du coup, on va devoir tout lui vendre. Nos territoires, notre patrimoine, nos femmes, nos brevets, enfin, c'est comme ça que les gens finissent réduits en esclavage. Hein. Enfin, bref, et c'est vraiment ce qu'on est en train de créer aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que Robinson, il en a gros. Regardez bien. Hein. Si Robinson, il envoie des pavés sur des CRS et qu'il a envie de vous brûler dans l'hémicycle, c'est pas pour rien. C'est que Robinson, il n'a peut-être pas Bac+8, mais il comprend ça. Hein. Il comprend que vous lui avez piqué toutes ses baies. Puis les gens comprennent vite quand le frigo est vide, donc ça va vite. Et je mentionnerai juste un point, c'est tu parlais des cycles économiques qui sont du coup très bien expliqués par les Autrichiens de ce point de vue-là. Et c'est pas pour autant que les Autrichiens réfutent le fait que des cycles économiques subsisteraient pas dans une économie libre de marché. Par contre, ils seraient bien plus courts, d'amplitude bien plus faible, peut-être bien plus fréquents et bien plus localisés et pas généralisés à l'échelle d'un pays, d'un continent, voire du monde comme on le connaît actuellement. C'est ça. Parce qu'en fait, les cycles économiques, c'est quoi ? C'est un réajustement de la structure productive aux réalités de l'économie. Parce que quand tu crées, tu vois, quand tu dis, ok, on va prendre des baies à crédit pour faire la Startup Nation ou je sais pas quoi, et en gros, ce que tu dis, c'est qu'on est en train de développer des activités productives qui, en fait, n'ont absolument rien à voir avec les besoins futurs et qui sont constituées avec un capital qui n'existe pas en fait, parce que l'épargne n'a pas été constituée, et donc les ressources pour prolonger ces investissements, ou même les ressources pour qu'il y ait des gens qui aient l'argent pour pouvoir consommer les trucs que tu es en train de fabriquer, elles n'existent pas. Donc tu es en train de produire des voitures qui vont pas pouvoir être achetées au prix actuel, tu es en train de produire machin, etc. Donc c'est toujours mon histoire de baie de Robinson. En fait, même si tu as t'as plus de banque centrale, t'as plus de monnaie à cours légale, etc. Tu auras toujours des mecs qui vont proposer plus de pouvoir d'achat qu'ils n'en ont en réserve. Tu auras toujours de la réserve fractionnaire. Ça d'ailleurs, on le voit, hein, même quand on étudie des périodes de l'histoire dans des zones géographiques et des juridictions où il n'y a pas de banque centrale et de monnaie à cours légale, que ce soit l'Écosse du 17e, que ce soit le Canada au 17 ou 18e. George Selgin a écrit un super livre là-dessus. La réserve fractionnaire revient toujours. Parce que, et même dans l'économie crypto, si tu regardes n'importe quel exchange, il est à réserve fractionnaire. Sauf pour le Bitcoin, parce qu'on ne garde pas vos Bitcoins. Ouais, je t'en prie. Si je peux juste rajouter un truc sur la réserve fractionnaire, j'y pensais, ça me fait penser à une vidéo qu'on a fait avec Babar. C'est que le fait aussi que une banque, c'est un moyen de faire passer un capital qui est du coup illiquide, en un coup on le rend dans le liquide. Ou d'un coup, tu vas lui dire voilà, je possède telle action ou genre de choses, et ensuite elle va trouver un moyen de trouver quelqu'un qui va te le racheter, mais sans qu'il soit vendu, et donc tu vas fixer une sorte de prix à un instant T. Et il y a aussi ce phénomène par lequel même si elle fait pas du fractionnaire, vraiment si simplement que dire voilà, il y a un lingot d'or qui vaut tant, et puis en fait je te donne 2 fois, 10 fois sa valeur, et si à un moment entre guillemets tu fais mal ta méthode de comptabilité et qu'en plus tu penses que l'État va toujours te baquer, il y a un moment donné où en fait tu sors du réel et tu te dis en fait tout ce que je possède il a cette valeur à cet instant T, et au final t'es dans une sorte de réserve fractionnaire parce qu'en fait tu fais mal ton boulot de banquier, parce que tes modèles ils sont partis en vrille, ce genre de choses. En fait, de toute façon, c'est du fractionnaire, parce que soit t'as un lingot et tu prêtes un lingot, soit t'as un lingot et tu dis je te prête la valeur du lingot. Donc mettons dans ton exemple qu'elle soit mal estimée, mais la valeur du lingot tu l'as inventée, hein, c'est une entrée comptable. Donc là tu vois, donc là déjà t'as fait de la réserve fractionnaire en fait. Parce que le lingot il a un propriétaire en fait. Le mec il l'a juste mis en dépôt chez toi. Donc en fait quand tu regardes ton bilan, t'as un actif c'est un lingot, ok. T'as un autre actif c'est la dette du mec à qui t'as prêté la valeur du lingot, et t'as un passif c'est le lingot que tu dois rendre au mec qui te l'a déposé, et également le dépôt que tu as créé à ton bilan et qui appartient au mec pour qui tu l'as créé. Et donc là, déjà, tu as créé de la monnaie. Et donc c'est pour ça que la réserve fractionnaire est inhérente à la banque dans une économie capitaliste moderne. Et il y a un grand débat chez les Autrichiens. C'est pour ça que pour moi, Schumpeter est un des plus grands géants de l'économie. Alors même il est autrichien, mais il est pas dans l'école d'économie autrichienne. C'est parce qu'en fait, c'est le mec qui a compris ça. Il y a une phrase dans Théorie du développement économique, donc le livre dans lequel il parle de la destruction créatrice, etc.
où il dit le crédit fait saillie hors de l'épargne. En plus, le mec sait écrire, quoi. Putain, c'est stylé. Et en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est que le pouvoir d'achat qui est consenti aux entrepreneurs pour développer des activités productives nouvelles n'est pas le lingot d'or du gars, est gagé par le lingot d'or du gars. Et donc, en fait, l'activité bancaire, par essence, doit créer du crédit, et c'est une bonne chose. Parce que, comme disait Alex tout à l'heure, en fait, vous allez avoir des créations de pouvoir d'achat nouvelles, donc finalement, ça va déplacer des ressources vers des activités nouvelles ou des détours de production. Donc, pendant un moment, effectivement, il y a une petite déstructuration des prix, une baisse des taux d'intérêt, et ça crée le cycle autrichien dont on parlait avec mon histoire de Robinson. Mais c'est pas grave, parce que si vous créez plus de valeur supplémentaire, ce qui va être détruit dans la destruction créatrice schumpeterienne a moins de valeur pour les consommateurs que ce qui a été créé à la place. Et ça, c'est super. En fait, il faut essayer de nouveaux trucs pour s'adapter à un monde changeant, où les gens ont des désirs changeants. Donc, il y a certains Autrichiens qui, malheureusement, parce qu'ils s'obsèdent avec l'absence de réserve fractionnaire à tout prix, vivent dans un monde qui est complètement théorique et hors de la réalité, et deux, ne comprennent pas que c'est une fonction, déjà, qui est inévitable de la banque et qui est nécessaire. Souvent, d'ailleurs, c'est pas ceux qui ont la meilleure compréhension de comment fonctionne le système bancaire. Et à l'inverse, genre, Schumpeter a super bien compris ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Hayek disait que c'était un des mecs avec qui il préférait discuter d'économie de son temps, alors qu'il n'était pas dans la même école d'économie que lui. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que l'idée donc d'Alex de dire de toute façon il y aura toujours des cycles et des crises. Gav, il a une super bonne manière d'expliquer ça, c'est de dire en fait vous avez le choix entre vous prendre des petites gifles de temps en temps, ce qui sont mes fameux réajustements dans une économie qui s'adapte à un monde changeant. Donc vous allez forcément partir dans telle direction et puis la réalité au bout d'un moment te rattrape. Bim, petite gifle. Ou alors, tu peux dire, non, on va partir dans cette direction, puis on va s'entêter, puis on va s'entêter, puis on va s'entêter parce qu'on bloque les prix, parce qu'on continue de subventionner des trucs qui marchent pas, parce qu'on continue de truquer en faisant du bail-out, en faisant de la réserve fractionnaire, en manipulant les taux d'intérêt, etc. Et quand tu arrives en bout de course, que le supermarché il est vide et que là, la réalité économique reprend ses droits, tu te prends une claque monumentale qui te laisse par terre. Et en fait, on n'a pas le choix, faut choisir entre l'un ou l'autre des régimes, et moi je préfère les petites gifles. Parce que les grandes claques, souvent, elles peuvent te tuer une société et te précipiter dans des régimes politiques, dans des guerres, dans des famines, dans des désastres humains, etc. Alors que les petites claques, elles font pas mal. Les petites claques, c'est ok, il y a telle entreprise qui fait faillite, tel mec il est au chômage, ok, il retrouve un job, 6 mois plus tard, c'est ok, etc. Enfin, c'est pas grave, quoi. C'est de la réorganisation interne. J'ai l'impression que c'est un peu la racine de tous les problèmes, du fait que on est au fur et à mesure sécurisé et nationalisé toutes les banques d'une certaine manière, au fur et à mesure de mettre des balles à l'entrée, de les sauver, ce genre de choses. En fait, on n'accepte pas que une banque, c'est un peu comme, je sais pas, j'ai l'image du soleil, où en gros, il toujours essayer d'accumuler de plus en plus de choses, de grossir et de faire davantage, de prendre toujours plus de risques, parce que c'est comme ça qu'il va gagner par rapport à ses concurrents. Et que si à un moment on le laisse pas genre juste exploser, en fait il devient tellement gros qu'il fait tout exploser en même temps. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que souvent c'est les banques qui se retrouvent à se mettre main dans la main avec les États. Et c'est souvent comme ça que ça démarre en fait les merdes. Bien sûr, c'est avec la Fed aux États-Unis, ce genre de choses. Le too big to fail, voilà. Mais en fait, à partir du moment où vous mettez la monnaie dans le giron de l'État, vous commencez en fait à permettre, déjà vous légitimez le fait que l'État puisse faire des bail-out, puisse encadrer l'activité financière, etc., etc. Et les travaux de Georges Selgin, une vidéo aussi que j'avais fait avec Nathalie Janson en marge de Rouen pour la chaîne Bull Bitcoin, où elle explique très bien ça. Et les travaux de nombreux autres économistes modernes comme anciens montrent un truc très simple, c'est que comme dans toutes les autres industries, la meilleure discipline qui peut être imposée est par la concurrence. Donc si vous voulez le meilleur ratio de qualité-prix pour les services financiers, que donc la banque, l'assurance, le paiement, etc. C'est encore en foutant la paix aux gens et en permettant que différents types d'institutions, de crédit, d'intermédiation de paiement, d'assurance, etc. se créent. Puis vous allez faire votre marché, vous allez choisir ce qui vous va, avec une offre plurielle de mecs qui vont être plus ou moins prompts à prendre des risques, de gars qui vont être plus ou moins conservateurs, de types qui vont avoir des pricing différents, qui vont avoir des politiques différentes, qui vont utiliser des instruments différents, qui vont constituer leurs réserves de manière différente, qui vont faire des décisions d'investissement différentes avec votre épargne, avec votre investissement, etc., etc.
Tout ce qui compte, c'est qu'ils respectent la loi. Donc les mecs, ils ont besoin de terms and conditions, de contrats qui respectent le droit des contrats. Faut effectivement qu'ils aient pas de pratiques trop abusives, mais vous avez absolument aucune raison de leur garantir leur capital ou quoi que ce soit. Parce que si vous commencez à faire ça, en fait, vous leur donnez une incitation, ce fameux aléa moral, où ils doivent prendre le plus de risques possible et faire des choses qui sont en plus le plus éloignées de la sphère productive de l'économie pour essayer de gagner des parts de marché, d'être concurrentiel par rapport aux voisins. Et à ce moment-là, vous faites en sorte que le système financier va pouvoir prendre en otage l'ensemble de la société entre ses mains. Et la plupart des gens, que ça a commencé par François Hollande, mon ennemi c'est la finance, Obama quand il arrive après la crise de 2008, ou plein de gens à gauche qui sont pétris de bonnes intentions aujourd'hui, en fait, ils voient une sorte de dérive du capitalisme financier, du capitalisme de la finance, etc. Tout part de l'État. Tout part de la réglementation de la banque, de la nationalisation de la monnaie et finalement de la régulation financière et bancaire. Bah, ce que je propose. Et d'ailleurs, toute petite parenthèse, et on est en train de faire pareil avec le marché crypto au sens large en Europe. Ce que fait Mika, c'est exactement ça. C'est finalement de concentrer le marché sur quelques acteurs qui seuls, eux, vont avoir les moyens de créer les 2000 policiers abscons qu'on te demande. Et à la fin, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Si tout le monde utilise Binance et Coinbase, il y aura de la réserve fractionnaire, il y aura des pratiques abusives, il y aura de l'investissement avec les dépôts des clients, il y aura un amalgame juridique qui est immoral et illégal entre ce qui est un dépôt et ce qui est un contrat d'investissement. Il y a une réflexion qui est parfaitement géniale dans un bouquin qui s'appelle Theory of Credit, Money and Banking de Jesus Huerta de Soto, un économiste de l'école autrichienne d'origine espagnole, dans lequel il essaye de trouver d'où vient la réserve fractionnaire. Dans l'histoire, ça commence où? Et en fait, ce qu'il a remonté, c'est que à l'époque de l'Empire romain, une banque, c'est un parking. T'arrives, tu déposes un bien en gage, et le gars qui gère le parking, il s'engage à te le rendre. Donc tu arrives avec ta bagnole, tu prends un ticket et tu récupères la même bagnole quand tu veux partir. Et tu payes un fee pour ce dépôt et ce gardiennage. À l'inverse, et les banques dans l'Empire romain, c'est ça. Donc en fait, c'est des institutions de dépôt. C'est vraiment pour éviter de se faire voler, on va déposer là, etc., etc. Et en fait, il y a dans les jurisconsuls romains, dans le droit romain, il y a cette idée profonde et cette législation qui est que lors d'un dépôt, comme lorsque tu vas mettre ta bagnole au parking, il n'y a pas de transfert de propriété. La personne qui la prend en garde, elle effectue juste un service de gardiennage, mais tu ne lui as pas transféré la propriété. Il y a l'attente que tu vas récupérer le même bien de la même qualité dans la même quantité. Lorsque on passe à l'époque du Moyen-Âge, à cause je vais pas parce que ça va être trop long, mais à cause du fait que l'intérêt est interdit par les scolastiques, donc par les autorités juridiques catholiques, du fait du livre de Job qui proscrit l'usure, etc., etc., du livre de Job qui proscrit l'usure, etc., etc., on va se retrouver dans une interprétation du droit romain dont on a hérité au Moyen-Âge, qui fait que lorsque on apporte quelque chose en dépôt à une banque, ça peut être considéré comme un prêt qui est fait à la banque. Et donc, à ce moment-là, tu n'as plus l'obligation en tant que banquier de garder à disposition le capital du client, donc la voiture dans mon exemple du parking, parce que tu peux très bien lui rendre dans tes termes, un peu plus tard, dans le futur, un bien d'une qualité équivalente, qui n'est pas forcément le même, et dans une quantité équivalente. Et là, c'est là que le verre est dans le fruit, parce que tu te retrouves dans un système où tu permets le bank run et la réserve fractionnaire, parce que si finalement c'est un prêt qui a été apporté le client et qu'il en a transféré la propriété, bah toi tu peux le réutiliser pour le filer à quelqu'un d'autre. Petit à petit, tu te rends compte que les crédits font les dépôts et que donc du coup tu as intérêt à créer plus de prêts que tu n'as de dépôts en réserve parce que finalement tu n'es plus contraint par les dépôts étant donné que les gens ne viennent pas tous retirer tous les jours les dépôts qu'il y a à la banque et donc finalement tu as plein de settlement internes qui se fait à l'intérieur du système et tu n'as plus besoin de sortir des dépôts pour permettre de payer les avoirs que tu as donnés sous forme de crédit. Et très vite, tu te retrouves dans cette situation où, au bout d'un moment, lorsque cet abus de crédit a lieu, il y a des bank runs et des gens qui veulent revenir leurs dépôts. Et là, il y a une violation du droit. Et donc, à ce moment-là, les juristes disent non, parce que, en fait, ce que tu croyais être un dépôt était en fait un prêt. Et aujourd'hui, il n'y a plus de dépôt. Ça n'existe pas, un dépôt bancaire, au sens juridique. C'est-à-dire que le contrat de dépôt n'existe pas. En réalité, quand tu mets ton argent dans une banque, tu effectues un prêt. Et c'est un abus de langage et un abus de la crédulité des consommateurs que de parler de dépôt. Légalement, je pense que les banques ne devraient pas avoir le droit de parler de dépôt. Même par exemple, et je vais même, c'est pas pour leur taper dessus, hein, même si vous avez un dépôt sur Bull Bitcoin,
parce que vous avez un limit order, vous attendez qu'un ordre passe ou vous voulez faire votre DCA, parce que nous, on garde ces dépôts dans des banques, même si c'est sur des comptes ségrégés et qu'on l'utilise pas comme si c'était notre argent, etc. Parce que nous, l'argent qu'on dépose à la banque n'est pas un dépôt, mais un prêt qu'on effectue à la banque, on s'engage, et on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça qu'est foutue la loi aujourd'hui, parce qu'elle est mal branlée, mais on s'engage dans une pratique abusive où on ment à nos consommateurs. Et c'est Bon, désolé, j'ai encore fait une parenthèse de 20 minutes qui n'avait aucun rapport avec la question originelle. Conclusion, ne déposez pas votre argent chez Bull Bitcoin, c'est des grands menteurs. Voilà. Non, en fait, Non, mais la conclusion, c'est plutôt le seul truc que vous pouvez détenir directement dans une économie moderne, c'est du Bitcoin. Et l'autre conclusion, c'est que lorsque on sera arrivé à Bitcoin comme monnaie de réserve mondiale, ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait pas de réserve fractionnaire. Il y aura toujours de réserve fractionnaire et quelque part, c'est désirable. Ce qui compte, c'est que lorsque SBF nous fait une FTX, qu'il puisse faire faillite très vite, qu'on purge les excès et qu'on puisse revenir à un fonctionnement normal des activités. Puis surtout, c'est toujours la question de la notion du choix, qu'on ait toujours le choix. Et Exactement. même dans ce type d'économie, il y aura un marché pour des dépôts, les vrais. Juste que, honnêtement, ce sera pas très sexy et on ira tous dans les autres banques parce qu'il y aura du yield et on se fera tous peut-être rect un jour. Mais effectivement... mais je suis pas sûr, tu vois. Honnêtement, si on continue à spéculer là-dessus, je pense que là vers où on se dirige, tu vois, les fameuses Bitcoin Banks de Hal Finney, c'est vers des formes de financement de Layer 2, et ça nous fait une introduction pour notre prochaine vidéo sur ARK, qui t'offre des garanties de sortie unilatérale, donc comme sur Lightning, c'est-à-dire que oui, je vais bloquer du capital quelque part, mais c'est pas un dépôt, un transfert de propriété, donc on n'a pas cette espèce d'amalgame légal qui nous vient du Moyen-Âge, parce que cryptographiquement, je peux vérifier que ça m'appartient toujours et que je peux le récupérer sur demande, mais par contre, je vais en transférer la capacité d'usage pendant un moment à un provider de solutions de L2, et lui, ça va lui permettre d'opérer. Donc là, on est sur du bien productif, c'est du capital productif qui va vraiment servir à délivrer un service à des consommateurs, et parce que lui, il va prélever des fees, il va pouvoir me donner une rémunération sur cette espèce de dépôt que j'ai fait en Bitcoin. Et là, on commence à avoir une intermédiation de l'épargne à des fins productives qui se recrée dans une économie purement Bitcoin, sans avoir les défauts de l'économie fiat à réserve fractionnaire qui vient du Moyen-Âge d'après Huerta de Soto, selon l'espèce de démonstration que j'essaie de faire avant. Tu m'as hypé. Bon bah... Si après ça, vous n'êtes pas abonné pour pas manquer la prochaine vidéo où on va discuter de ça. Bah, cassez-vous. Et non, en attendant, vu qu'il y aura quand même un petit délai entre les deux vidéos, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo qu'on avait sortie. Bon, alors, toutes les vidéos qu'on a sorties ensemble, on va finir par sortir une playlist à ton effigie. Mais aussi, en particulier, celle où t'expliques le système de financiarisation de l'économie à cause de la monnaie fiat et pourquoi des entreprises comme Starbucks sont en réalité des banques et pas des vendeurs de café, et comment tout ça part de l'État via l'impression avec comme contrepartie la dette étatique, qui est une superbe vidéo. À la prochaine. Juste là. Voilà, elle va s'afficher là au milieu de nos gueules. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. De mettre un petit commentaire, d'acheter du Bitcoin chez Bull et vous avez même une réduction avec notre code promo HowToBitcoin. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes. Ciao. Merci Théo, ciao. Ciao, merci les gars.